France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce club du vendredi, du son et des images. Il fait de l'art, dit-il, pas des discours. Artiste contemporain d'origine albanaise, il a représenté la France à la Biennale de Venise, expose à la Bourse de commerce à Paris jusqu'au 3 janvier. L'artiste vidéaste Henri Sala est ce midi dans Bienvenue au club. 12h50, c'est le book club des classiques. À l'honneur aujourd'hui Georges Simenon avec son fidèle Maigret et nos invités, les écrivains Régis Geoffrey et François Angelier. François Angelier, producteur de Mauvais Genre sur France Culture, et ils reviennent sur leur passion, Simenon. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Joseph Julien. Bonjour à vous, Henri Sala. Bonjour. Bonjour, Olivia. Bonjour. Son, vidéo, architecture. C'est votre règle de 3. Vous fonctionnez souvent avec ces 3 points de vue-là. En fait, dans une certaine façon, il y a ces 3 éléments qui sont très importants et comment ils se répondent, surtout, et qu'est-ce que ça dévoile, tous les intervalles qui peuvent se produire entre les 3. Mais après, il y a aussi beaucoup dans les pièces, les œuvres, les objets que je fais. Quand je parle d'objets, en fait, je ne parle pas dans le sens plus classique du terme, mais pour moi, j'approche et je vois un peu mes pièces comme des objets qui prennent forme dans la durée et qui se déploient dans l'espace. Et là, il y a toujours un rapport entre deux. En fait, il y a toujours comme un dialogue, comme une conversation, qui n'est pas forcément toujours harmonieux. Parfois, il y a il y a du conflit dedans, mais il y a toujours un intervalle et souvent du syncope aussi. Et alors là, vous investissez un lieu gigantesque par l'espace, par le silence qu'il propose et qu'il offre. C'est la Bourse du commerce à Paris, nouveau lieu, nouvelle institution culturelle de la collection Pinault. La directrice de la collection Pinault, d'ailleurs, Emma Lavigne, a une très belle formule pour présenter cette exposition carte blanche qui vous est accordée, consacrée. Elle dit que vos œuvres mettent sous fréquence un lieu, en l'espèce la Bourse du commerce, qu'avec vos œuvres, l'architecture vacille. En fait, l'expo, elle évolue dans plusieurs pièces. Dans la galerie, mais aussi la rotonde elle-même, et puis aussi le passage autour avec toutes les vitrines. Dans ma façon d'approcher l'architecture, il y a 2 éléments qui m'intéressent toujours. C'est la physicalité, qui passe très souvent par l'acoustique, parce que quelque part, l'acoustique d'un lieu, c'est l'empreinte digitale du lieu. Mais c'est aussi la tangibilité du contexte qui a créé un espace, qui a créé une architecture, et notamment la Bourse de commerce. Elle est très riche dans ce sens-là par rapport à ce qu'elle représente symboliquement, mais aussi comme date de construction, mais aussi la volonté qui passe à travers tous ces cercles et toutes ces courbes de vouloir représenter le monde comme quelque chose de entier et se trouver soi-même dans le centre de ce monde. C'est vertigineux comme lieu quand même. Vous parliez de son acoustique comme une empreinte digitale et c'est très juste. Quand vous êtes entré la première fois dans ce lieu, que vous vous êtes demandé comment vous alliez l'habiter, que vous avez pensé aussi au regard du visiteur, quel cheminement vous avez imaginé pour lui, pour ses yeux? Évidemment, quand on entre dans ces lieux, on a tout de suite envie d'entrer dans la rotonde. Et ce que j'ai imaginé, ce que j'ai espéré pouvoir produire, c'est placer une pièce laquelle entre en dialogue avec justement, encore une fois, la forme des cercles, avec la coupole elle-même. C'est un film qui s'appelle Time No Longer, où on voit un tourne-disque qui joue une pièce de musique alors qu'il est tout le temps basculé parce qu'il joue en apaisanteur. Alors, attendez, je relève le manche. Et on y entre en musique.
extrait en son de Time No Longer, l'œuvre que vous présentez actuellement dans la rotonde de la Bourse de commerce à Paris. Henri Sala, à l'image, on voit une platine disque, vous le disiez, catapultée dans l'espace, dans l'apesanteur d'une station spatiale que vous avez imaginée, reproduite en image de synthèse. La platine, elle tourne sur elle-même, elle tourne et elle diffuse pendant ce temps un extrait de ce quatuor pour la fin du temps composé par Olivier Messiaen dans un contexte très particulier pendant sa captivité. Quel récit vous nous faites à travers cette œuvre ? En fait, c'est la rencontre entre deux situations de captivité, celle de Messiaen étant captif comme prisonnier de guerre dans un stalag allemand, mais aussi l'histoire qui était la première qui m'a inspiré pour cette idée, c'est celle de Ron McNair, qui était un des premiers astronautes afro-américains, qui allait faire le premier enregistrement avec un instrument de musique. Un saxo. Il était saxophoniste. C'était un excellent saxophoniste. Il aurait fait le tout premier enregistrement en apesanteur d'un instrument de musique, donc d'un saxophone. Malheureusement, cet enregistrement n'a pas eu lieu parce que c'était le jour même de l'explosion de Challenger, dont il était membre de l'équipe. Donc c'était un acte qui a été coupé au milieu et il est resté un peu dans la forme d'une intention. Et mon intention, c'était de trouver la musique, le son, qui peut porter l'élan d'une intention qui ne devient pas acte, dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je suis revenu dans l'abîme des oiseaux de Messiaen, qui est à la fois un mouvement qui a été composé pour une clarinette seule, qui est à la fois proche avec le saxophone, mais aussi ça renvoie à une autre histoire de quelqu'un seul dans la captivité. C'est deux types très différents de captivité, une pour des raisons politique, géopolitique, de guerre, et l'autre pour des raisons scientifiques, quand on est porté si loin dans une situation également précaire. Voilà, avec cette rotonde qui, comme son nom l'indique, est un lieu circulaire et qui renvoie aussi au vinyle qui tourne sur la platine que vous présentez dans cette œuvre Time No Longer, Henri Sala, actuellement. La mémoire, elle est au cœur de la fabrique de vos œuvres. Est-ce qu'on y trouve des traces de cette mémoire dans une autre œuvre que vous présentez là, Take Over, qui montre, elle, deux pianos, l'un avec un pianiste, en tout cas on voit les mains du pianiste, l'autre avec un piano solo qui joue tout seul un morceau qu'il a mémorisé, je ne sais pas si vous dire il ou elle d'ailleurs, mais un piano, donc mémorisé. Et ce sont deux musiques aussi qui se retrouvent, l'Internationale et la Marseillaise, qui sont deux hymnes et qui s'interpellent et communiquent ensemble. Take Over, qu'est-ce qu'elle dit de la mémoire aujourd'hui ? Là encore, on a les traces de la digitalisation, de la numérisation, avec ce piano qui apprend tout seul et qui est capable de rejouer. Absolument. En fait, c'est dans chacun des deux films, on y voit le piano disque-clavier jouer tout seul en même temps que le pianiste joue par-dessus. Et si dans un film, le piano joue ce que ça devient la mélodie de la Marseillaise, le pianiste, il s'applique avec l'Internationale et vice-versa. Le clavier devient parfois comme un champ de bataille ou d'autres fois comme une table de négociation entre les deux pour qu'il se passe le relais des notes. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ça, à part cet rapport entre la machine, le piano et l'être humain qui joue par-dessus, c'est aussi cette dichotomie entre la Marseillaise et l'Internationale. Ils ont beaucoup de commun du point de vue musical, certainement. Pendant 17 ans, les paroles de l'Internationale ont été chantées avec la musique de la Marseillaise, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé leur propre musique. Donc il y a un lien très fort entre les deux musiques dans ce sens-là. Mais après, il y a aussi la façon comment ces deux mélodies, ces deux chansons, ces deux hymnes ont pu s'approcher ou parfois s'éloigner l'un de l'autre. C'est pas évidemment ces chants qui sont éloignés ou approchés par eux-mêmes, mais c'est la façon comment on a pu les approcher, les utiliser, ce qui a produit toute une rangée des possibilités politiques de ces deux hymnes. Tous les deux ayant commencé comme des hymnes qui ont chanté une certaine voix, un désir de liberté, de libération, mais souvent aussi ayant passé comme des chansons d'une certaine arbitrarité, que ce soit dans l'histoire coloniale de la France ou même que ce soit
dans l'histoire de ces idées qui passent à travers l'international et ce qu'elles sont devenues dans un bel et bien nombre de pays, y compris l'Albanie où j'ai vécu. Ça, on va y revenir. Ce qui est intéressant, juste pour comprendre aussi comment la musique entre dans votre champ créatif, parce que vous avez été formé plutôt formé plutôt aux beaux-arts, aux arts plastiques. Vous avez ensuite, ça c'était notamment en Albanie, à Tirana, où vous avez été à l'Académie des Beaux-Arts. Ensuite, vous rejoignez la France, où vous allez étudier au studio du Frénois de Tourcoing, et là, apprendre la vidéo plus particulièrement. Pourquoi aujourd'hui toutes vos œuvres sont musicales? Pourquoi vous avez laissé entrer la musique dans votre vie créative? Absolument. En fait, au tout début, mes premières œuvres ou pièces en vidéo, film, ce qu'on appelle time-based, le langage, il était important, mais il était important à la fois comme une présence, mais aussi comme une malaise. Le tout premier film étant un entretien que j'ai fait avec ma mère, ayant trouvé un enregistrement d'elle quand elle était une jeune communiste, mais dans le son. Il n'y avait pas le son. Il n'y avait plus le son. Et pour pouvoir trouver ce qu'elle aurait dit afin de pouvoir engager avec elle une conversation sur les changements, sur le temps, parce qu'on avait encore une fois un intervalle de 20-30 ans, avec la chute du régime entre-temps, j'ai fait appel à l'aide et le soutien d'une école de sourds-muets qu'ils ont pu faire de la lecture, lire la lecture de mouvements de lèvres. D'où peut-être aussi c'est ce premier moment dans mon travail où, malgré le fait que le langage il est important, je commence à m'intéresser de plus en plus aux gestes. Dans ce cas-là, c'est les mouvements des lèvres. Et c'est ça, c'est à la fois un film où le langage est tellement important, mais c'est à la fois un film qui remet en question le langage, notamment le syntaxe et l'opacité du langage. Peu à peu, je me suis retiré de cette proximité avec le langage. Ça m'a amené un peu d'abord vers des films silencieux, mais il y a on imagine des sons aussi dans le silence, et peu à peu la musique a fait son entrée. Après, la musique, ça me permet de faire venir des choses sans les raconter, de partager des choses sans passer par comme vous avez dit au départ, sans passer par les moyens du discours. On va écouter de la musique alors, puisque vous évoquez à l'instant la place qu'elle a pu prendre aussi dans vos œuvres, mais avec une actualité culturelle, c'est Christine Salem et son Tapaz. France Culture, bienvenue au club. Pourquoi t'as pas son bataille, reste dans le béton pour ni couillon. Pourquoi t'as pas son bataille, reste dans le béton pour ni couillon. Pour perdre le goût la vie. Pour ça, il gagne qui va y a. Tapez, oh yeah. On gratte des hommes le goût, pour perdre tout avec le goût. On gratte des hommes le goût, pour perdre tout avec le goût. Vous n'aurez pas l'envie. Pour ça, il gagne qui va y a. Tapez, oh yeah. Hot beaucoup pour le corps, fini en grainant de la mort. Hot beaucoup pour le corps, fini en grainant de la mort. On va perdre tout d'allon. Au samedi, et puis va ya. Tapez, oh yeah. Oh l'amour, mon dallon, règlement de compte les couillons. Oh l'amour, mon dallon, règlement de compte les couillons. Bidon, vidalon. Au samedi, et puis va ya. Tapez, oh yeah.
Christine Salem, la réunionnaise, chanteuse de Maloya. Elle sera en concert le 18 octobre à Cournon d'Auvergne. Elle sera le 21 à la Courneuve et le 13 novembre, toujours en région parisienne, à Montreuil. Avec notre invité, l'artiste vidéaste Henri Sala, qui s'expose en ce moment à la Bourse du Commerce à Paris. On évoquait la place de la mémoire dans vos œuvres. On peut peut-être parler aussi de celle de la guerre qui semble s'être imprimée aussi sur votre rétine, Henri Sala. On la retrouve dans plusieurs de vos œuvres, de vos créations, et notamment en français dans 1395 jours sans rouge, où on sent cette ambiance pesante, mais non réellement retranscrite ou expliquée de la guerre, du conflit, tous ces conflits latents, cette violence-là. D'où vous vient cette mémoire à vous de la guerre ? Moi, je n'ai pas particulièrement personnellement de façon directe une mémoire de la guerre. Par contre, ayant vécu et grandi dans les Balkans, lors d'un changement absolument bienvenu mais brusque de la société, du régime, des valeurs, on ne la vit pas l'histoire comme quelque chose qui est au loin, mais c'est quelque chose qui est toujours en permanence dans l'horizon. Parce que vous avez grandi dans l'Albanie soviétique des années 70 et que vous allez quand même connaître ce basculement, la chute du régime communiste, ça a provoqué en vous un renversement de perspective ? Pas seulement en moi, mais dans toute la société. Après, en même temps, je pense que j'ai eu, quelque part, pouvoir vivre, avoir un pied dans ce passé et un autre pied dans le présent, ça permet une compréhension très différente de l'histoire. Et quelque part, je pense que indirectement, le fait que je travaille et je m'intéresse tellement à l'intervalle, c'est parce que j'ai vécu aussi dans cet intervalle historique, dans ce sens-là. Mais pour revenir dans le film tourné à Sarajevo, en fait, c'est un film qui ne cherche pas de faire croire qu'on est plein dedans dans le siège. Il se passe bien plus tard, mais il traverse exactement les mêmes lieux où le plus gros impact de la siège a eu lieu. C'est le Sniper's Alley, c'est cette route qui traversait toute la ville et que la plupart des gens devraient la prendre tous les jours pendant 1395 jours pour pouvoir suivre leur vie dans leur dignité. Et notamment dans ce film, c'est à la fois la durée du film, c'est aussi la durée d'une forme musicale, c'est la durée du premier mouvement de la pathétique de Tchaïkovski. Et en fait, l'intérêt, c'est de voir à travers la musique comment ce siège, cette situation géopolitique, elle impacte la vie, le quotidien. Comment un membre de l'orchestre philharmonique de Sarajevo qui se rend dans la répétition quotidienne, elle répète dans sa tête sa partie, et le fait qu'elle répète sa partie, ça l'aide à rester dans sa tête, quelque part perdre un peu la conscience continue par rapport au danger, mais en même temps, elle est obligée, chaque fois qu'elle rencontre un carrefour dangereux, d'attendre le bon moment et de partir sans savoir si c'est un carrefour ou un cul-de-sac, finalement, cet endroit. Et après, elle doit reprendre son souffle, mais le fait qu'elle fredonne la partie qu'elle doit répéter dans l'orchestre, évidemment, l'impact, le danger, à travers le souffle, à travers l'impact ça a sur le souffle, ça a un impact aussi sur ce qu'elle fredonne et aussi l'orchestre qui joue en même temps avec elle le premier mouvement de la pathétique de Tchaïkovski. Donc quelque part, c'est un peu comment le temps de l'actualité intervient et vient basculer les tempi de la pathétique. Et vous vivez à quel temps, Henri Sala ? Moi, je suis particulièrement attaché au moment présent. Et d'ailleurs, une des raisons peut-être que je travaille aussi beaucoup avec la musique, c'est parce que c'est une forme qui permet des moments présents bien plus longs
que le langage. Ça a été aussi découvert et prouvé par la neuroscience que le moment présent dans la musique peut durer jusqu'à 8 secondes. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'apaisanteur, d'ailleurs, où on n'est pas encore capable de compartimentaliser, de séparer ce qu'on vit dans du passé, le présent et le venir. Alors qu'avec le langage, ça, c'est beaucoup plus explicite. C'est une manière d'étirer le temps. C'est absolument. Et vous trouvez que nos sociétés vont trop vite aujourd'hui, qu'il faut urgemment décélérer, ralentir? Je pense que d'une certaine façon, elles vont trop vite et d'une autre façon, peut-être, elles vont trop lentement dans le sens du courage. Ce serait quoi le courage aujourd'hui, Henri Sala? Mais c'est d'arriver plus vite dans certains... d'être plus radical vis-à-vis de ce qu'on cherche à faire, de perdre moins de temps sur le chemin. Le courage, c'est pas forcément ça ne prend pas sa forme seulement sur des formes explicites. C'est aussi il est implicite dans notre quotidien, de la façon comment on vit notre journée. Je pense que dans l'expo, voilà, ça c'est peut-être une forme extrêmement implicite de parler du courage, mais même par rapport à l'expo, à la bourse de commerce, c'est un peu comme si avec ce film qui tourne en apaisanteur juste au-dessous de la coupole, c'est un peu comme si je voulais donner un peu le trac à l'espace, afin que le visiteur aussi, cet équilibre, cette balance, cette centre de gravité qu'on cherche continuellement dans notre quotidien, de ne pas le perdre, que parfois c'est bien de cultiver une certaine perte de cet équilibre-là, d'oser de perdre une partie de cet équilibre, parce que c'est dans ces moments-là qu'on est capable de ressentir d'autres perspectives. Et de retrouver sur les autres et sur soi-même. Et de retrouver peut-être son centre après, Henri Sala. Est-ce que l'artiste, pour vous, a un rôle à jouer aujourd'hui? Est-ce qu'il a un chemin à montrer? Je ne pense pas que l'artiste a un chemin à montrer. Il est peut-être, à travers notre travail, ça peut montrer la possibilité, le fait qu'il y a d'autres chemins possibles. Mais encore une fois, le même rapport avec que j'ai avec le langage et avec le discours, c'est-à-dire que j'aime pas raconter, donc j'aime pas raconter le chemin non plus, mais juste faire sentir qu'il y a la possibilité d'autres perspectives, d'autres vues et d'autres chemins. Il a peut-être, en tout cas, si ce n'est un rôle, la possibilité de témoigner d'un état du monde, d'une nature humaine, et c'est ce qu'on retrouve à travers une autre œuvre de vous, Henri Sala, présentée actuellement, qu'on peut évoquer, c'est Nocturne. Ça a été votre deuxième œuvre acquise par la collection Pinault en 2000. On y voit notamment un casque bleu qui ne se remet pas d'avoir tué et qui passe son temps à jouer à la guerre sur sa console de jeu. Il est dit « L'être humain n'est pas violent ». Pourquoi ce mantra ? Dans Nocturne, en fait, c'est l'histoire de deux personnes qui se connaissaient pas. Denis, dont vous parlez, casque bleu, parfois commando, et Jacques, qui passe sa vie aussi avec sa sensibilité de pouvoir gérer une communauté de poissons qui sont dans des bacs qu'il a produits chez lui, afin de manager, de gérer des conflits possibles. Et c'est justement dans cet interstice, dans cet intervalle de ces deux hommes qui ont une difficulté de vivre le quotidien, quelque part un quotidien qui semblerait paisible, parce qu'ils ressentent que cette paix du quotidien, elle tient à rien. Et d'un coup, ils sont quelque part obligés, pour pouvoir faire contact avec eux-mêmes, de passer par le biais d'autres choses. Dans le cas de Jacques, c'est par le biais des poissons. Et dans le cas de Denis, c'est par le biais du PlayStation, c'est-à-dire de pouvoir se remettre dans une situation de violence afin de ne pas se sentir trop loin de la violence qu'il a vécue. Comment l'idée d'une œuvre comme celle-ci vous vient ? Comment vous pensez à ce rapprochement ? Ça naît de quoi ? C'est le
le sens que j'ai que l'histoire de chacun, ce n'est pas forcément à l'intérieur de chacun d'eux, mais c'est dans cet intervalle entre les deux. Parce que ce qu'ils ont de commun, cette malaise vis-à-vis de la rue, vis-à-vis d'être à l'extérieur, et de se replier en soi-même, c'est ça, malheureusement, souvent, c'est ça le commun. Et ces images, comment ces deux images vous arrivent ? Elles ont existé quelque part ailleurs ? Ailleurs ? Oui. Vous les avez vues ? Vous vous souvenez avoir vu à un moment cet homme avec ses poissons, cet autre avec sa console ? Ou c'est un moment où votre cerveau qui imbrique ces images et qui les crée ? En fait, à la fois, si vous voulez, ces deux personnages qui sont dans le réel, mais c'est un réel qui invite beaucoup la fiction. Donc oui, c'était leur quotidien, je les ai visités et vus chacun séparément dans ces conditions-là. Donc j'étais inspiré par ce qu'il y avait déjà de extrêmement sensible, même si parfois violente dans leur quotidien. Et après, c'est cette juxtaposition entre les deux qui m'a donné l'envie de donner cette forme au film, où quelque part, sans trop aller dans les métaphores, mais la même attention qu'il porte Jacques quand il introduit un nouveau poisson dans un sac transparent dans un bac. C'est un peu ce sac dans le bac, c'est un peu pour Denis le PlayStation qui joue. Voilà, et vous... Une fois à l'intérieur de ce jeu, il se ressent un peu plus en paix, comme s'il était le poisson qui est protégé par le sac au milieu du bac. Immersion sensorielle, décalage, interstice. Quelques mots pour résumer très rapidement l'œuvre d'Henri Sala à découvrir en ce moment à la Bourse de commerce de Paris, dans le cadre de cette exposition Une seconde d'éternité. L'exposition est à la fois high-tech et complètement ésotérique, dit d'elle Benjamin Veil, le directeur artistique de la Fondation Bottin. Merci beaucoup à vous, Henri Sala, d'être venu nous en parler. Merci, c'était un plaisir.